Maroc saharien, Maroc éternel. De nombreux descendants du Cheikh Malaynine m'ont demandé le texte de mon discours du 22 octobre 2010 à Tiznit. D'abondantes et brillantes interventions ont eu lieu ce jour-là à la tribune de la grande salle de la préfecture de Tiznit et de brillants orateurs se sont succédés en provenance de tout le Maghreb et même au-delà, Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Mali, Sénégal, Qatar, Libye. La présence d'une pléthore de personnalités étrangères accourues pour participer à la commémoration du centenaire de sa disparition attestait de la reconnaissance internationale d'une des figures les plus éminentes du Maroc saharien. Pendant près de 8 heures, dans un silence religieux, tous sont venus se relayer à la tribune, devant une salle comble, pour raconter la vie de cette grande figure charismatique. Ne parlant que le darija et ne comprenant ni ne parlant l'arabe classique, je suis obligée d'observer et noter tout ce qui fait appel à la communication infraverbale, à savoir gestes, mimiques, postures, applaudissements. La nature des mots prononcés glisse hélas entre mes neurones sans pouvoir être décryptée. Lorsque mon nom est prononcé, déjà une vingtaine d'orateurs, tous masculins, se sont succédés depuis plus de 6 heures et en arabe classique. Je monte à la tribune, surprise totale. Une femme tête nue, blonde aux cheveux longs, européenne, et en français de surcroît, pour évoquer le parcours de légende d'un homme qui a fait de sa vie un long combat pour bouter les étrangers hors de son cher Sahara. Un chevalier qui a bâti une cité, Smara, en plein désert, Smara, autrefois radicalement interdite aux étrangers. J'ai griffonné 6 dates sur un carré de papier de 10 cm de côté et je me suis fixé un but bien précis en moins de 15 minutes. Vaincre le temps passé, un siècle depuis sa mort, le 28 octobre 2010 à Tiznit. Mon but est de rendre le grand Cheikh Malaynine vivant, de l'extraire du lourd sarcophage des panégyriques académiques. À 2 minutes de prendre la parole, je m'adresse à lui mentalement et lui demande de me souffler ce qu'il voudrait que l'on entende. J'interpelle la salle et je leur dis que 100 ans, c'est juste une grosse poignée de secondes, 3 milliards exactement. Et que si le grand cheikh s'est retiré à Tiznit, malade, affaibli et sans doute accablé, ce soir, grâce à nous tous, à notre fidélité, à notre respect, il est vivant. Vivant et debout pour toujours dans la lumière. Électrochoc. Je suis sortie du cadre pontifiant, j'ai interpellé chacun au plus profond de ses affects, salve d'applaudissements. Ah, ce grand cheikh et ses valeurs chevillées au corps, capable même disparu de faire lever les foules, comme il nous manque. Il y a 3 milliards de secondes, dans ces lieux de Tiznit, s'éteignait le souffle d'une grande conscience. Les descendants du Cheikh Malaynine m'ont demandé de témoigner de la grandeur de leur aïeul et de son combat. Leur confiance est un cristal précieux entre mes mains. On peut être étonné que ce soit la petite fille d'un de ces étrangers que le grand cheikh voulait chasser, qui vienne aujourd'hui dire son admiration pour un combat noble et une juste cause. Cela prouve seulement que les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Nous devons donc avoir à l'esprit que les ennemis d'aujourd'hui seront vraisemblablement les amis de demain. Qu'est-ce qu'un visionnaire? Qu'est-ce qu'un visionnaire, mesdames et messieurs? Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est capable d'embrasser à la fois le passé, le présent et l'avenir. Et la grande érudition du cheikh lui permettait de visualiser tous les éléments de ce passé, du passé de cette vaste contrée qu'est le Sahara.
À ce titre, il est évident que le cheikh ne vivait pas à l'époque du royaume, mais au temps de l'empire chérifien, dont il savait exactement jusqu'où s'étendait la suzeraineté des sultans du Maroc. Il savait le passé, voyait le présent et entrevoyait avec une gravité lucide l'avenir. Qu'est-ce qu'un clairvoyant, mesdames et messieurs? Un clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit ce que tout le monde voit et qui pense ce à quoi personne n'a encore pensé. Parce qu'il lit l'invisible. Et le cheikh Maelainin, l'eau des yeux, qui portait un beau nom prédestiné, était à la fois visionnaire et clairvoyant. Né en 1830 dans un campement au large de Walata, il est le 12e des 48 fils de son père, le grand cheikh Mohamed Fadil. Enfant, observons-le construire son incroyable singularité. Il ne joue pas avec les autres, reste souvent à l'écart, isolé sous une tente symbolique de solitude méditative. Ceux qui sont appelés à un grand destin le savent, le sentent confusément. Il grandit avec des livres et étudie sans se lasser le Coran, les textes sacrés. Il communie en permanence avec les forces de l'univers, si palpables dans le silence rayonnant du Sahara. Adolescent, il devient intrépide et charismatique et s'exerce au maniement des armes. Il a compris que ces idées, ces grandes idées qui le tiennent éveillé alors que tout le monde dort, ces idées, il faudra peut-être un jour les défendre, les armes à la main. Il excelle dans l'art de la méharée. Il sait qu'il lui faudra aller toujours plus loin et sillonner son monde immense pour prêcher la parole. 1857, la Mecque l'appelle. Au retour, il a décidé de poursuivre ses études à l'Institut coranique de Tindouf. Il a 27 ans. Sur le chemin, ce fils de grande tante passe naturellement présenter ses respects à son suzerain. Impressionné par une intelligence si profonde, le sultan Moulay Abderrahman, qui le reçoit à Meknès, protège ses pas en lui facilitant son voyage en Terre Sainte. 12 ans après son retour de la Mecque et en vertu de la profondeur de son esprit, en 1869, il est désigné cheikh, guide spirituel et chef de tribu par son père. Il a alors près de 40 ans. Au lieu d'exercer son pouvoir immédiatement, le cheikh Maelainin part à Chinguetti, la capitale du savoir. Là-bas, il devient l'héritier spirituel d'un grand homme, grand théologien et thaumaturge, Mahmoud el-Matar, qui avant de mourir, lui transmettra tout son savoir, ses secrets, la navigation aux étoiles, l'art de se rendre invisible, l'art de guérir, de fasciner, de prêcher. Sa zone d'influence commence alors au nord de la Sagiat el-Hamra. Il est charismatique, valeureux, éprouvé, sillonnant le désert lors de très longs raids où il donne l'impression d'être partout à la fois. Lorsqu'il se pose, il compose. Ses écrits témoignent de sa vaste intelligence qui embrasse de nombreux domaines. Théologie, poésie, grammaire, médecine, magie, pas un domaine où il n'ait le goût de l'approfondissement et de la transmission. Au confluent de la Sagiat el-Hamra et de l'Oued Tigzert, il édifie sa première zaouïa, Dar el-Hamra, la Maison Rouge, qui sera suivie de nombreux autres. Refuges, soins, hôtellerie, centres de prière, d'initiation, les zaouïas sont des étapes miraculeuses pour le voyageur harassé. On viendra bientôt le consulter de partout. Son pouvoir de suggestion est tel que certains repartiront guéris ou rassérénés avec seulement une poignée de sable qu'il aura effleuré. En 1884, il a environ 50 ans.
l'âge de la maturité au moment de la conférence de Berlin. La conférence où les grandes puissances de l'époque décident de se partager le monde comme un troupeau de prédateurs. Le cheikh Malaynine a compris que c'est la fin d'un monde libre, un monde où l'on est guidé par les nuages qui annoncent l'herbe future, l'étude, la poésie, les relations humaines. Un monde de vent, de sable et d'étoiles qui vous dénude l'âme pour la mettre directement en relation avec Dieu. Un monde où l'on sait que les croyances pèsent plus lourd que le visible et permettent surtout d'aller plus haut et plus loin. C'est sur cette force mentale que va s'appuyer le grand sultan Moulay Hassan, pour qui le cheikh incarnait la résistance à l'invasion étrangère. Cette force flamboyante tenait les marches du Sahara, si chères à tous les souverains du Maroc. Elle flancarde le sud. Son successeur, le sultan Moulay Abdelaziz, fit au cheikh Malaynine un accueil princier à Marrakech. Le commandeur des croyants l'encouragea à créer des zaouïas jusqu'à Salé, près de Rabat. C'est alors que le cheikh Malaynine décida de barrer l'avancée des étrangers en construisant une cité en plein désert, et ce fut la mythique Smara, surgie de rien, défiant les lois du possible, bâtie à force de force morale et de conviction. Avec l'aide de ses suzerains, les sultans du Maroc, Smara sera la base inexpugnable où ils ne mettront jamais les pieds. Ils, que savent-ils de nous, ces étrangers qui se comportent comme des soudards, non pas en pays conquis, car un pays conquis a un occupant qui habite l'histoire, mais en terra nullus, ce qui est bien pire selon leur expression. Terra nullus, territoire sans maître, c'est ce qu'ils ont trouvé pour qualifier nos terres qui appartiennent à Dieu et que l'on n'a pas divisées selon leur système de propriété accaparateur. Que savent-ils de nos traditions, de notre histoire, de nos manuscrits, de nos rêves portés par le vent, de notre foi soulevée jusqu'à la voûte étoilée et que Dieu recueille comme une eau précieuse par les nuits froides et scintillantes? La peine, l'amertume, la colère, la déception du cheikh furent immenses lorsqu'il apprit comment, profitant de sa fragilité, les étrangers s'infiltraient auprès du sultan Moulay Abdelaziz. Malaynine, le visionnaire, a compris. Il a visualisé le dépeçage largement entamé de l'empire chérifien. La fin prochaine de son monde en scope et en couleur. L'empire chérifien, une longue mélopée au cours des siècles entre le champ du nord et le champ du sud. Ce sont ces chants se répondant en écho, traversant les millénaires qui ont tissé l'empire. Cheikh Malaynine a le galop de Youssef Ibn Tachfin en fond d'horizon et l'étendard chérifien claquant dans la poussière de victoires luxuriantes. Non, l'empire ne peut pas mourir. Aux périodes d'inertie, lorsque le Nord s'enfonce dans la mollesse et la dolence des biens matériels, le Sud surgit de la poudre d'or du désert, lourd de ses croyances, et vient le réveiller. Le Nord et le Sud toujours intimement mêlés. Ah, Maroc saharien, tu as produit à l'Empire tes plus belles figures. Cheikh Malaynine en est l'héritier. C'est cette certitude et le savoir du passé qui lui ont dévoré son repos et l'ont éperonné chaque jour en avant, crevant ses chamelles dans le poudroiement de soleil brûlant. Anglais, Italiens, Espagnols, Allemands, ils ont senti l'odeur du sang. Quand la vache est à terre, les couteaux sortent et luisent dans l'ombre. Un nouveau sultan Moulay Hafid sera préféré, mais l'époque est maudite. Le cheikh Malaynine se retrouve seul à la tête du djihad. Il a 71 ans. Il lutte depuis si longtemps. Il sait qu'il va mourir. Il l'a lu dans le sable et cependant la légende dit
que dans un acte de courage et un sursaut désespéré, l'année de sa mort, il se proclame sultan pour que tout l'Empire sache que nous sommes morts en conquérant. 1910, l'année de la grande sécheresse qui brûle les jardins, tarit les sources, foudroie le cœur des palmiers et dessèche les hommes. Le cheikh vient mourir à Tiznit, tombé comme un météore au pied de l'anti-Atlas. Sa mort est une goutte d'acide sur la grande histoire marocaine. Une grande conscience s'est éteinte. Mais le cheikh est vivant, vivant et debout dans la lumière. Que devons-nous retenir de son message? Que le Grand Maroc est toujours à rebâtir, à restaurer, à fortifier, à embellir comme une citadelle majestueuse du fond des âges. Le Grand Maroc, c'est une idée, un symbole vivant au cœur de chaque Marocain, où qu'il vive. Certes, l'histoire nous a amputés, mais la vérité est en marche, les portes s'ouvriront, il nous appartient à tous, ici et maintenant, de bâtir le Maroc de la fraternité, le Maroc de la culture, le Maroc de l'éducation, le Maroc de la civilisation, bref, le Maroc éternel.